L'objectif aujourd'hui du Premier ministre israélien Guillaume Oda, qui est rentré en urgence en Israël. Oui. Il était à l'ONU, à New York, pour l'Assemblée générale des Nations Unies. On l'a vu, si on peut parler de mise en scène, mais au téléphone, donnant l'ordre de frapper vendredi soir. Et hier soir, il s'adresse à sa population en disant « Nous pouvons atteindre tout le monde. Nasrallah est tué, mais... » l'entreprise israélienne ne s'arrête pas là. Non, elle ne s'arrête pas là et on le voit avec nos envoyés spéciaux et nos correspondants dans la région et notamment au Beyrouth. On vient d'écouter Arthur Saradin. Les frappes israéliennes, elles vont se poursuivre. Elles se poursuivent au nord-est du pays, dans la plaine de la Beka, où Israël soupçonne que ce Hezbollah entrepose une partie de ses missiles les plus dangereux pour l'État hébreu, c'est-à-dire les missiles balistiques et à longue portée, qui sont en réalité l'assurance vie du programme nucléaire iranien. On en parlera peut-être un peu plus tard. Oui, parce que là, juste, pardonnez-moi, je fais une incise, mais des caches d'armes ont été touchés, en plus de plusieurs commandants du Hezbollah et leurs leaders. Mais l'arsenal aujourd'hui du Hezbollah est encore considérable. L'arsenal du Hezbollah, il est encore considérable. Il est très difficile de savoir de combien exactement dispose de roquettes et de missiles le Hezbollah. On parle de 100 à 150 000 missiles, mais sont essentiellement des roquettes qui sont d'ailleurs entreposées dans le sud du pays, donc directement qui donnent sur la frontière nord israélienne. Mais il y a également dans toute cette zone qui est de plaine et de montagne, une partie de silos de lancement de ces missiles balistiques qui sont entreposés et que cherche à viser Israël. On peut avoir le sentiment qu'Israël ne s'arrêtera pas là. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé à partir du 18 ou 19 septembre ? On a beaucoup parlé de l'attaque des pagers. Elle a neutralisé des beepers, des talkie-walkie, des beepers. Elle a neutralisé un certain nombre de cadres. Mais en plus de neutraliser un certain nombre de cadres, elle a réactualiser un maillage en réalité opérationnel, une vue de grande jumelle que peut poser maintenant Israël sur toute l'architecture opérationnelle au Liban appartenant au Hezbollah, puisque les cadres qui ont été visés, ils étaient quelque part. Et ce qu'interdit aujourd'hui, en réalité, Israël, continuant à frapper dans le nord, du côté de la Beka, et dans le sud, du côté, encore une fois, du sud Liban, c'est les déplacements à la fois de cadres et également de missiles, mise en sécurité, protection de roquettes, de silos de lancement, etc. Donc c'est véritablement une organisation paralysée sur laquelle les grandes oreilles israéliennes et les yeux et les jumelles sont maintenant posée. C'est une organisation qui, en plus d'être décapitée, est véritablement paralysée à ce stade. Maxime Pérez, sur ce point. Pour aller dans le sens de ce que dit Guillaume Oda, le Liban est aujourd'hui sous blocus militaire, à savoir qu'Israël a établi une no-fly zone, elle contrôle l'espace aérien du Liban, elle contrôle même les entrées et sorties de l'aéroport de Beyrouth. On l'a vu hier avec cet avion iranien en provenance de Téhéran qui a été dérouté par des chasseurs iraniens. Il n'a pas pu atterrir. Il n'a pas pu atterrir, il a fait machine arrière. Blocus également naval avec le déploiement de la marine de guerre israélienne au large des côtes libanaises et blocus terrestre avec la destruction systématique de tous les postes frontières qui séparent le Liban et la Syrie pour empêcher le passage de combattants peut-être iraniens, peut-être issus d'autres milices au service de l'Iran et également pour empêcher le Hezbollah de se réarmer alors qu'il est actuellement acculé par l'armée israélienne. Donc l'armée israélienne est déjà entrée dans une nouvelle phase de la guerre. Pendant ce temps, au Sud-Liban, il y a également des préparatifs avec des actions ponctuelles de commandos israéliens dans des zones, dans des villages libanais très limitrophes d'Israël. Il faut rappeler qu'en 2006, quand l'armée israélienne a opéré de façon terrestre au Sud-Liban, elle a procédé la plupart du temps par des incursions pédestres. Les unités d'infanterie n'ont pas pénétré dans les villages chiites du Sud-Liban avec des tanks et des blindés. La distance est extrêmement courte. Parfois, quand vous êtes à la frontière israélienne, vous apercevez vraiment à quelques dizaines de mètres les premiers villages libanais. Et on s'interrogera effectivement sur peut-être une incursion terrestre d'Israël. On sera avec notre envoyé spécial sur place, Rina Bassiste, sur la volonté aujourd'hui d'Israël. Et on le voit encore ce matin, les frappes se sont multipliées. Le travail, si vous me permettez l'expression, n'est pas terminé du point de vue israélien. Tout à fait. Il y a 3 semaines déjà, le gouvernement israélien a décidé de façon officielle et formelle qu'un des buts de la guerre à Gaza est aussi faire en sorte que les dizaines de milliers d'Israéliens déplacés depuis le 7 octobre du nord d'Israël, qu'ils puissent retourner chez eux. Donc l'élimination de Hassan Nasrallah est un élément extrêmement important pour arriver à ce but.
Mais certes, ce n'est pas le seul. Guillaume et Maxime, ils ont évoqué les attaques non revendiquées de Biper, de Tokiwoki, mais aussi l'élimination de certains d'autres commandants de Hezbollah, si c'est Mohamed Sour, Ibrahim Akil et d'autres. Petit à petit, l'armée israélienne avance vers cette but. Donc je pense que, bien sûr, toute la hiérarchie du Hezbollah. Exactement. Donc il y a cette hiérarchie, il y a la destruction en fait du système de communication. Il y a aussi cet effort énorme des renseignements, bien sûr, pour voir où encore il y a ces dépôts de armes, de munitions, des missiles et les autres dirigeants et militants de Hezbollah. Je crois qu'on va voir sûrement encore des jours de bombardements, mais pas tout à fait sûr qu'il y aura une incursion terrestre. Je vais vous montrer en introduction de cette émission les images qui nous sont parvenues dans la matinée de ce cratère suite à l'explosion et ces frappes israéliennes. Est-ce qu'on peut s'arrêter un instant avec vous, Guillaume, sur ce que disent ces images, de l'intensité de la frappe, des frappes qui se poursuivent, mais qui a eu lieu précisément vendredi soir et qui a eu, on le sait, pour conséquence la mort d'Hassan Nasrallah. Est-ce que ces images peuvent être rediffusées ? En tout cas, on va commencer à les commenter ensemble. Marie, mais effectivement, voilà. Là, ce qu'on voit de toute façon, ce qui a été utilisé, c'est un tonnage absolument extraordinaire, si je puis dire, et vous me passez l'expression bien entendu dans ces circonstances, pour neutraliser sur information extrêmement précise le chef, le leader, le numéro 1 du Hezbollah, M. Nasrallah. Pour le moment, on ne dispose pas de bilan humain. Parce que quand vous faites sauter 6 barres d'immeubles, vous imaginez bien que, sans prévenir, il y avait des gens à l'intérieur. Au premier, au deuxième, au troisième, au cinquième, au septième étage. Des civils, des innocents, des femmes, des vieillards, des enfants, très probablement. Le seul bilan qui, pour le moment, a été estimé, c'est celui de l'armée israélienne, et il estime que 300 personnes auraient péri dans l'élimination de M. Nasrallah et d'un certain nombre de cadres du Hezbollah. Ça rappelle un peu ce qui s'était passé à Gaza, lorsqu'il s'était agi de neutraliser, d'éliminer Mohamed Deif, le chef de la branche militaire du Hamas, où 200 Palestiniens étaient morts dans cette opération. On assiste exactement à la même chose. Après, il faut regarder les images. Imaginez ces cratères, imaginez la puissance dévastatrice qu'il a fallu utiliser pour détruire et être sûr de tuer Hassan Nasrallah. Parce que ça va en profondeur. Alors, aux téléspectateurs qui nous regardent. Ce sont des bombes guidées qui descendent en profondeur et qui sont capables de taper au sous-sol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, comme dans un garage, dans n'importe quelle barre d'immeuble, comme, je ne sais pas, au 3000 à la Courneuve qu'on voit dans nos villes et dans nos banlieues. Sauf qu'encore une fois, lorsqu'on a cette information, on dispose d'un cadre, d'une cible à très très haute valeur, qu'on décide du côté israélien de taper, on n'appelle pas tout le monde dans la banlieue sud de Beyrouth, dans Haddaïa, qui veut dire banlieue d'ailleurs en arabe, et ça pose évidemment, quartier général, hein. Ça pose évidemment une question de droit international et une question de droit éthique. Je pense aussi, c'est la deuxième lecture que je ferai sur ces images, c'est que le Hamas à Gaza, comme le Hezbollah au Liban, ont probablement sous-estimé un aspect essentiel, c'est la férocité d'Israël qui, après tout, appartient au même espace géographique, le Proche-Orient, dont il emprunte la psyché et les méthodes, et on l'a vu ici sur ces images. La férocité d'Israël et peut-être aussi son système de renseignement qui, semble-t-il, est parfaitement aiguisé et qui lui a permis de frapper et de savoir que Hassan Nasrallah, ça pose aussi beaucoup de questions, comment, au vu des 10 derniers jours, a-t-il pu se trouver là Mais très rapidement, tout commence, je pense, avec cette histoire des pagers. Donc effectivement, Rina le disait, c'est nous revendiquer, mais en réalité, quand vous organisez une opération de renseignement à cette échelle-là, qui neutralise 2, 3, 4, peut-être 5000 cadres du Hezbollah, c'est le prélude de toute façon d'une opération de grande envergure. Et on en voit aujourd'hui le résultat. Et M. Nasrallah, moi je me demande si par imprudence, il est resté là dans la banlieue sud de Beyrouth, ou s'il a été lâché plutôt par l'Iran. Encore une fois, c'est une hypothèse, mais à un moment donné, on sent bien que l'appareil à la fois politique, sécuritaire et militaire a été complètement paralysé, et ce qui fait que les moindres mouvements de M. Nasrallah étaient scrutés par le menu par Israël. Et on dit même d'ailleurs que le voyage aller-retour de M. Netanyahou à l'Assemblée générale des Nations Unies était une manœuvre de diversion. On en saura plus peut-être par la suite. Maxime Pérez. On a les chiffres qui ont été communiqués, les données plutôt,
de cette opération israélienne. Elle a nécessité une escadrille de 10 avions F-15. Chaque appareil emportant avec lui 8 bombes d'une tonne. Imaginez le poids pour un avion, hein, ça n'est pas un avion cargo, un avion commercial. Considérable. C'est considérable. Et l'opération a duré 8 secondes. Un premier détachement de chasseurs F-15 a largué des bombes pour créer un cratère, pour pénétrer les sous-sols de ce QG souterrain du Hezbollah. On voit les avions dont vous, que vous évoquez là à l'image. La deuxième charge de bombes pénétrantes, qui sont des bombes MK84 de fabrication américaine, même si l'industrie militaire israélienne est capable également d'en produire, a en fait permis d'annihiler à peu près tout ce qu'il pouvait y avoir dans ce complexe de Darrié. On précise à l'oreillette, c'est cet avion-là, précisément, que l'on a vu décoller, qui a touché l'immeuble qui, semble-t-il, a tué le leader du Hezbollah. Encore une fois, c'est le narratif d'Israël. Ce sont des images fournies par l'armée israélienne. Rina, je vous interroge, on écoute juste une des déclarations du Premier ministre Benjamin Netanyahou. C'était hier soir, il rentrait en urgence justement de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il s'est adressé au peuple israélien et évidemment plus largement au monde. Écoutez. Ce sont de grands jours aujourd'hui, ce qui semble être un tournant historique. Il y a un an, le 7 octobre, nos ennemis nous ont attaqués en pensant que nous serions au bord du précipice. Et là, ils comprennent à quel point leurs espoirs se sont évanouis. Nous sommes en train de vaincre, nous sommes déterminés et nous attaquons les ennemis pour permettre à nos citoyens de remonter vers le nord et de libérer les otages. Rina Bassiste, tournant historique, les mots du Premier ministre israélien. On a vu ces images d'Israéliens qui apprenaient parfois sur la plage la mort du leader du Hezbollah, se féliciter. Politiquement aujourd'hui, en quoi est-ce un tournant pour Israël? Oui, on a vu ces images de joie ou de soulagement dans plusieurs endroits en Israël, il faut le dire. C'est pas par hasard que M. Netanyahou a évoqué le 7 octobre, c'est pas par hasard qu'il a évoqué les otages. On est à une semaine. Voilà, on est à une semaine. Les débats en Israël continuent sur la responsabilité de Benjamin Netanyahou de tout ce qui s'est passé le 7 octobre, l'échec militaire, l'échec opérationnel, l'échec de son propre approche vis-à-vis Hamas. En aidant d'une certaine façon à Hamas de rester en gouvernement, affaiblissant l'autorité palestinienne. Tout ça fait que M. Netanyahou sait qu'à un certain moment, il faudra qu'il rende compte au peuple israélien qu'il prend la responsabilité sur lui. C'est tout ce qui se passe maintenant, cette opération absolument exceptionnelle de l'armée israélienne, en fait, lui booste d'un certain moment dans l'opinion publique. Et je vais aussi préciser que l'élimination de M. Nasrallah. M. Nasrallah incarnait depuis des années, en fait, la grande ennemie d'Israël. Donc ça ne date pas du tout de 7 octobre, mais des années avant. Et on a le sentiment en Israël que vraiment ça est devenu une affaire personnelle vis-à-vis Hassan Nasrallah. Et donc, l'élimination de cette personne, ce n'est pas comme l'élimination d'aucun autre chef d'une organisation terroriste. C'est vraiment la personne qui a menacé les citoyens israéliens toutes ces années. C'est la personne qui est responsable des milliers d'actes terroristes avant le 7 octobre et après contre les Israéliens. Ce qui fait qu'il y a vraiment des sentiments de soulagement, non seulement dans le nord d'Israël, mais partout dans les pays. Et je pense que M. Netanyahou, bien sûr, il va capitaliser sur ça. Hein. Guillaume, rapidement, en écho à ce que dit Rina Bassiste, c'est ce qu'elle décrit de la volonté de Benjamin Netanyahou de capitaliser sur ce qui est en train de se passer là, parce qu'on le sait, il était très contesté aussi en Israël quant à la gestion des otages, de ce qui s'est déroulé à Gaza. Des manifestations monstres ont été organisées, des images impressionnantes aussi. Après le traumatisme, la colère aussi, dont toute une partie de la population israélienne était extrêmement présente. Hein.
Et tout ça est véritablement lié à cette date qui approche, celle du 7 octobre, que vous rappeliez, Marie, qui va être l'occasion en Israël de se remémorer ce qu'a été l'attaque terroriste à grande échelle du Hamas. L'idée qu'un certain nombre d'otages, peut-être un peu plus de 100, sont encore dans les tunnels de Gaza, ou en tout cas cachés, que la plupart parmi eux sont probablement morts, et que ça constitue un échec véritablement, compte tenu des objectifs qui avaient été affichés, c'est-à-dire détruire le Hamas. Le Hamas, peut-être qu'il est singulièrement affaibli, mais en tout cas, il respire encore. Il n'est pas mort à Gaza, et il pourrait même se reconstituer sous la forme d'une forme de guérilla qui continuera à peser sécuritairement et sur la frontière sud d'Israël. Et puis, deuxième point, les otages ne sont pas sortis. Le forum des otages, des familles et des proches, c'est devenu une énorme force politique en Israël. Rassemblements. On voit des rassemblements qui sont monumentaux. Tous les samedis soirs dans les rues de Tel Aviv. Il y en avait eu il y a quelques semaines, mais qui rassemblaient près de 300 à 500 000 personnes. Donc il y a véritablement un ressentiment très très fort sur le plan politique de ce point de vue-là, du côté de M. Netanyahou. Et là, qu'est-ce qui se passe ? En éliminant effectivement le numéro 1 du Hezbollah à Nasrallah, en installant un nouvel objectif militaire qui peut-être pourrait être rempli dans les semaines qui viendront, on le verra, c'est-à-dire permettre à ces 80 000 citoyens israéliens qui sont en ce moment dans des hôtels à Haïfa ou je ne sais où, de regagner leur foyer à la frontière qui donne sur le Liban. Ça serait pour lui l'occasion, je le pense, de transformer une faillite sécuritaire absolue, celle du 7 octobre, avec des objectifs qui ne sont pas remplis, en un triomphe stratégique, c'est-à-dire j'ai rétabli une équation sécuritaire, je permets à mes citoyens de rentrer au nord d'Israël et évidemment d'en tirer un gain politique majeur. Mais je vais apporter une petite nuance à tout cela, Marie. Une fois que les fumées seront dissipées, parce qu'un jour ça interviendra, elles seront dissipées à Gaza et elles seront dissipées au Liban, il faudra à nouveau se poser la question de fond, celle du règlement du conflit israélo-palestinien qui était la base de tout ce qu'on est en train de vivre ici. D'abord, rétablir une équation sécuritaire, mais à un moment donné, il va falloir se pencher sur un horizon politique. Et toute la problématique, c'est qu'à ce stade, M. Netanyahou, et compte tenu de la coalition dans laquelle il agit, ne veut pas d'un État palestinien. Et on s'interroge effectivement sur la suite du Hezbollah. Que peut devenir ce mouvement de l'organisation chiite ? Aucun successeur à cette heure n'a été annoncé. Qu'a dit la mort d'Hassan Nasrallah ? C'est un sérieux coup porté forcément au Hezbollah, mais pour autant, cette puissante organisation islamiste est-elle à terre ? C'est la question qu'on se pose avec vous. Oui, la question est d'autant plus légitime, Marie, effectivement, qu'avec l'assassinat d'Hassan Nasrallah, c'est quasiment 30 ans de la direction du Hezbollah qui s'achève. C'est justement ce que célèbre Benyamin Netanyahou. On l'écoute. Il n'était pas encore un terroriste, c'était le terroriste. C'était le moteur central de l'axe du mal de l'Iran. Il n'était pas manipulé par l'Iran, c'est lui qui manipulait l'Iran. Je suis arrivé à la conclusion que les attaques contre le Hezbollah ne suffisaient pas ces derniers jours. Il fallait l'éliminer afin d'atteindre les objectifs, qui étaient le retour des citoyens vers le nord. J'ai donc donné l'ordre, et Nasrallah n'est plus avec nous. Son élimination avance le retour des citoyens dans le nord et le retour des otages. Voilà, alors malgré la satisfaction d'Israël, beaucoup de spécialistes estiment qu'il est trop tôt pour considérer, vous le disiez Guillaume, que Hezbollah est hors jeu. La mort de son leader soulève des questions cruciales, notamment sur la manière dont les forces restantes peuvent et pourront riposter contre Israël. En tout cas pour le Hamas, le Hezbollah est loin d'avoir un genou à terre. Écoutez. L'assassinat par l'occupation sioniste de notre frère Hassan Nasrallah et de ses compagnons est un acte de terrorisme total et une violation de la souveraineté du Liban ainsi qu'une expansion de son agression. L'occupation en porte la responsabilité et les répercussions. L'occupation sioniste ne parviendra pas à briser la volonté de la vaillante résistance. Au contraire, elle sera le théâtre d'une vengeance sacrée pour tout le sang versé. D'après notre expérience avec nos frères du Hezbollah, nous sommes convaincus de leur capacité à organiser rapidement leur rang et à poursuivre dans la voie tracée par Hassan Nasrallah.
Alors évidemment, il faut dire que les responsables israéliens ont intensifié ces frappes contre les chefs du Hezbollah ces derniers jours comme une sorte de campagne choc, un peu pour affaiblir l'organisation et pour éviter une intervention des troupes au sol. D'ailleurs, malheureusement pour Tzahal, eh bien ça ne suffira pas, comme le dit Dana Stroul dans le New York Times, qui est ancienne secrétaire adjointe du Pentagone pour le Moyen-Orient. Israël a attaqué le réseau des tunnels du Hezbollah avec des frappes d'artillerie, mais n'a causé que peu de dégâts. Une action plus importante nécessiterait des bombes plus lourdes, plus destructrices, probablement suivies d'une campagne terrestre pour éliminer les combattants et les sites de lancement d'armes. Alors ce qui est sûr, c'est que l'opération s'annonce très difficile au Liban pour Israël. Israël qui a d'ailleurs découvert des tunnels près de la frontière qui s'étendaient à 65 mètres sous terre. Et Washington a déjà prévenu qu'Israël aurait du mal à détruire le groupe lors d'une invasion terrestre du territoire du Hezbollah, en tout cas dans le sud du Liban. Est-ce que, Kadi, on a une idée de la succession à Hassan Nasrallah? Alors évidemment, le Hezbollah est touché, blessé, mais pas pour autant à l'agonie. Marie, si on écoute justement les réactions, que ce soit au Liban, que ce soit au Yémen, pour qui justement, pour les partisans du Hezbollah, la continuité est assurée. Écoutez. Nous envoyons un message à l'Amérique et à Israël. Chaque fois qu'un grand dirigeant nous quitte, des milliers de nouveaux dirigeants apparaissent. Nous leur disons que nous ne pouvons pas faiblir ou nous fatiguer et que la réponse arrive si Dieu le veut. Après Hassan Nasrallah, 1000 autres Hassan Nasrallah apparaîtront et la réponse à cette attaque sera sévère. Voilà, alors de nombreux spécialistes émettent l'hypothèse que le prochain chef du Hezbollah pourrait être cet homme. Il s'appelle Hachem Safieddine. C'est un cousin d'Hassan Nasrallah. Il aurait survécu aux récents assassinats perpétrés par Israël. Ou bien alors un autre homme, celui qui assurerait la direction temporaire du Hezbollah depuis la mort d'Hassan Nasrallah. Il s'agit du cher Naïm Kassim. Alors, en tout cas, si l'on s'en réfère aux journalistes et spécialistes du Hezbollah qui étaient sur notre antenne, Christophe Ayad, la succession d'Hassan Nasrallah, de façon officielle, ce ne sera pas pour tout de suite. Écoutez, c'était ce matin chez notre ami Paola Ferrari. Il y a des règles au Hezbollah, normalement. Il y a aussi, il faut que se réunisse une sorte de congrès général du parti qui élirait son successeur. Tout ça va prendre un peu de temps. Et puis, je ne suis pas sûr que, vu ce qui s'est passé, le Hezbollah rende public immédiatement le nom du successeur, parce que c'est lui mettre une étiquette, voire une condamnation à mort sur la tête. Merci beaucoup, Kadi, pour toutes ces précisions. Maxime Pérez, on le voit, on se pose la question. Le Hezbollah est très très loin aussi d'être à terre et il prépare bien la suite. Oui, mais on voit bien qu'il met du temps à réagir d'abord aux attaques israéliennes. Je rappelle que le renseignement israélien lui prêtait des capacités extrêmement puissantes de frappe, notamment en profondeur du territoire israélien, avec un volume également de tirs extrêmement important. On parlait, je vous rappelle, de 3 à 4 000 roquettes par jour contre le territoire israélien dans le cadre d'une guerre totale avec Israël. Or, depuis ces attaques absolument massives de l'armée israélienne et la décapitation de l'état-major du Hezbollah, les tirs du Hezbollah sont des tirs sporadiques qui dépassent à peine la région de Haïfa, qui n'ont pas encore atteint le centre névralgique du pays, qui représente Tel Aviv et Jérusalem. La vraie question, c'est de savoir ce que peut réserver comme surprise le Hezbollah si l'armée israélienne venait à s'aventurer au sud Liban avec une opération terrestre. La question, évidemment, ce sont les tunnels du Hezbollah. Israël a de l'expérience qui a été acquise notamment ces derniers mois dans la bande de Gaza. Et c'est un problème, contrairement à ce qui a pu être dit dans certaines déclarations, qui ne peut pas être réglé par les bombes de l'armée de l'air. Ça nécessite un travail d'ingénierie, l'entrée de force dans ces tunnels pour les neutraliser.